Étienne explique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va finir la correction de l'exercice de Polytechnique sur l'anneau et les deux boules qu'on avait commencé il y a 2 semaines. Donc si tu n'as pas vu la première partie de l'exercice, elle s'affiche juste là, n'hésite pas à passer parce que ça sera plus intéressant de commencer par la première partie avant d'entamer la deuxième question. Pour ceux qui veulent chercher la deuxième question, il y a l'énoncé qui se affiche juste là. N'hésite pas à mettre pause pour pouvoir chercher, et sinon on est parti pour la correction. Donc je vais commencer par faire un rapide résumé de la situation et de ce qu'on avait trouvé dans la première question, et après on va partir sur la deuxième question. Donc initialement on avait un cerceau, on nous avait donné son rayon grand R, et sur ce cerceau il y a deux billes qui vont avoir un rayon petit a, qui est très petit devant R, on avait fait cette approximation, et on avait repéré la situation donc d'une bille, donc si elle se trouve là, par un angle θ, comme ça. Il y avait aussi la masse de la bille qui était de m, donc les deux masses sont les mêmes, et la masse de l'anneau qui était de grand R. Et dans la première question, on avait trouvé une condition sur la masse des billes par rapport à la masse de l'anneau pour qu'il y ait un décollement de l'anneau quand les billes tombent vers le bas. Dans cette deuxième question, du coup, ce qu'on va supposer, c'est que la masse des billes est telle qu'il n'y ait pas de décollement. Donc, on vérifie la condition qu'on avait vue la dernière fois. Et on se demande maintenant, ça va être quoi le temps que prennent les billes à descendre jusqu'en bas de l'anneau. Donc ce genre de question de temps de chute, ça revient assez souvent. Donc c'est bien d'avoir justement les outils pour s'en sortir sur ce genre de questions et d'avoir un peu la méthode pour s'en sortir. En fait, ce qu'on va savoir sur le temps de chute, c'est que si on commence par repérer le temps initial par un temps qui vaut 0, le temps de chute, c'est quand la bille arrive ici. Donc c'est-à-dire qu'elle arrive en bas et il y a les deux billes qui sont symétriques par rapport à la verticale. Et donc ce qu'on connaît, c'est l'angle final. L'angle final, il est ici, il vaut θf. Je vais effacer un peu pour faire de la place, pour qu'on voit mieux. Donc qu'est-ce qui vaut cet angle θf? C'est ça qu'on peut se poser une première question déjà pour voir si on sait ce genre de choses. En fait, on avait trouvé déjà ici l'angle θ0, qui était dû au fait que les billes ont un rayon non nul. Et en fait, on va le retrouver ici, l'angle θ0. Et donc θf, c'est tout simplement un angle qui fait un arc de cercle, donc pi, auquel on enlève l'angle θ0. Et on avait vu précédemment que l'angle θ0, il valait A sur R. On avait fait un développement limité de la tangente à l'ordre 1, parce que si on prend ce triangle-là, on a le rayon A de la bille ici, le rayon grand R du cerceau, un angle droit, et donc l'angle θ0 ici. Et donc la tangente θ0, ça va être A sur R, et en supposant A petit devant R, ce qui était donné dans l'énoncé, on obtient bien θ0 qui vaut A sur R. Donc finalement, θf qui vaut pi moins A sur R. Très bien pour ça. Donc maintenant, la seule chose qu'on sait sur la chute, c'est l'angle final. Et on connaît l'angle initial, mais ça ne nous intéresse pas trop. En gros, on aimerait trouver un lien entre l'angle final et le temps final, TF. Et ça nous fait directement penser, si on trouve l'équation horaire du mouvement sur θ, θ en fonction du temps, il suffira de mettre à la place de t, TF pour retrouver θF, tout simplement. C'est un peu comme pour la parabole, le lancé parabolique. Et la chose qu'on sait pour trouver le temps de chute, c'est que à la chute, on est à un z qui vaut 0, si z est ici. Donc on va faire exactement la même idée avec, cette fois-ci, un angle, θ. Donc c'est des questions qui peuvent revenir souvent, c'est toujours un peu la même démarche quand on cherche un temps de chute et qu'on connaît justement l'angle final ou la position finale à la fin. Après avoir fait ça, on sait qu'on va chercher l'équation horaire sur θ. On avait trouvé dans la première partie 2 équations différentielles sur θ en utilisant le PFD projeté sur les deux axes. Et donc on a des équations différentielles, donc résoudre des équations différentielles nous donnera l'équation θ en fonction du temps. Le problème, c'est que les équations différentielles qu'on avait trouvées avec le PFD, c'était 2 équations différentielles non linéaires parce qu'il y avait du cosinus et du sinus θ. Donc on ne va pas pouvoir les résoudre comme ça.
Donc quand vous avez des équations différentielles, soit elles sont linéaires et vous savez les résoudre, soit elles ne sont pas linéaires. Il y a une technique que vous devez savoir et penser à utiliser quand vous avez une équation différentielle non linéaire, c'est la technique de séparation des variables. Cette technique de séparation des variables, elle repose sur des développements limités. En physique, on ne s'embête pas à les justifier quand on l'applique, on a le droit de l'appliquer sans justifier mathématiquement pourquoi ça fonctionne. Mais si vous voulez, je pourrais faire une vidéo justement pour expliquer la théorie derrière et qui permet que ça fonctionne bien. Qu'en gros, si on cherche le lien entre θ et t, ça va être ça l'idée, ce qu'il faut qu'on mette en évidence, c'est la dérivée de θ par rapport au temps. Donc là, je vais donner un exemple pour que vous compreniez comment fonctionne la méthode de séparation des variables, et après on va l'appliquer dans notre cas. En gros, imaginons la dérivée de θ par rapport au temps, c'est égal à θ au cube sur t. Ça, c'est pas notre situation, mais c'est juste pour donner un exemple de comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la dérivée en deux. En fait, c'est comme si on faisait juste un développement limité. Au lieu de passer à la limite dans le taux d'accroissement pour avoir la dérivée, on dit que c'est un taux d'accroissement. Et en fait, ça se justifie bien à la fin sur les résultats qu'on obtient. Et donc, on va passer dt de l'autre côté et garder des θ de là pour avoir deux petits bouts qui vont s'intégrer l'un en fonction de θ, l'autre en fonction du temps. Et ça va nous permettre de relier justement le temps final au temps initial ou même de retrouver l'équation horaire si on intègre avec une borne qui dépend du temps. Donc, si on passe dt de l'autre côté, on obtient ça, le tout sur t. Le problème, c'est que ça dépend de θ encore. Donc, ce qu'on fait dans la méthode de séparation des variables, c'est de mettre toutes les variables qui dépendent d'un paramètre d'un côté et celles qui dépendent de l'autre de ce côté-là. Et comme ça, on aura deux intégrales qu'on saura résoudre. Donc là, on passerait le θ au cube de l'autre côté. Et là, il suffirait d'intégrer ça. Et donc ça, on sait. Et donc là, c'est deux intégrales qu'on sait bien résoudre. Donc on va faire la même chose pour notre situation-là. Donc il faut qu'on mette en évidence la dérivée de θ par rapport au temps. Donc pour ça, je vais retrouver l'équation rapidement, celle où il y a θ point, donc la dérivée de θ par rapport au temps, et comme ça, on aura directement les choses pour s'en sortir. Donc pour trouver la dérivée de θ par rapport au temps, on avait utilisé la dernière fois deux méthodes, soit on prenait le PFD projeté, soit on faisait la méthode énergétique. Donc je vais refaire la méthode énergétique là assez rapidement. Le système, ça va être la bille de masse m, et le référentiel, on va prendre le référentiel terrestre galiléen. Les forces qui s'appliquent, il y a le poids, qui est une force conservative, et la réaction du support, qui, en absence de frottement, est perpendiculaire à la vitesse, donc ne travaille pas. Donc on sent que ça va être intéressant d'utiliser un théorème énergétique ici. On utilise le théorème de l'énergie mécanique qui nous dit que la variation de l'énergie mécanique, c'est égal au travail des forces non conservatives. Ici, on a soit des forces conservatives, soit des forces qui ne travaillent pas. Donc ce travail des forces non conservatives, il est nul. Et donc maintenant, on va garder l'énergie mécanique en un point quelconque pour avoir θ point. Et on va prendre en un point où on sait ce que vaut θ point pour ne pas avoir deux inconnus. Donc on va prendre l'instant initial où la bille n'a pas de vitesse et un instant quelconque. Donc premier instant, c'est 1/2 de mv carré, l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle. Donc là, l'énergie potentielle, c'est mgz. Donc on va juste essayer d'évaluer ce que vaut z. Donc pour ça, je prends une situation quelconque, avec un angle θ quelconque, et on va mettre l'origine de notre paire au centre ici. Donc z, ça va correspondre à cette longueur-là. Et en fait, on est dans un triangle rectangle, avec cette longueur-là, ça va être le rayon du cercle. Ici, on a l'angle θ, et donc on veut le côté adjacent. Donc c'est juste cos θ r pour avoir le z. Du coup, mg cos θ r. Et donc, dans le deuxième cas, où on prend l'énergie mécanique initiale, on a l'énergie cinétique qui est nulle, parce qu'on est lâché sans vitesse initiale, ça c'est donné dans l'énoncé. Et l'énergie potentielle, on avait dit que c'était mg r cos θ0, et on avait fait le développement limité de θ0 à l'ordre 1 pour le cosinus, donc c'était tout simplement mgr. Ensuite, V, c'est dans V qu'il y a θ point, on peut le retrouver rapidement. On sait qu'on est en coordonnées polaires, donc OM est égal à R UR, en prenant le vecteur UR comme ceci. Et donc pour trouver la vitesse, il suffit de dériver par rapport au temps. Donc R, c'est une constante parce qu'on ne sort pas du rayon de l'anneau. Donc on dérive juste UR par rapport au temps, et il y a R qui reste en facteur. Et la dérivée de UR par rapport au temps en coordonnées polaires, ça va être θ point Uθ. Ça, pareil, il faut le connaître par cœur parce que ça vous permet de retrouver facilement, de ne pas avoir à retenir toutes les expressions de vitesse et donc de pouvoir les retrouver rapidement. Du coup, V carré, ça va être R carré, θ point carré. Et donc là, on va pouvoir exprimer θ point en fonction du reste.
et utiliser justement notre méthode de séparation des variables. Donc on a 1 demi de m r carré θ point carré qui va être égal, je vais passer ça de l'autre côté déjà, à mgr. On peut mettre mgr en facteur, il y a le 1 qui vient de lui et le moins cos θ qui vient de lui. Ensuite, à ce niveau-là, on a des simplifications qui s'opèrent. On peut simplifier la masse et un rayon. Donc là, il y a le carré qui disparaît et celui-là qui disparaît. Et maintenant, on va isoler θ point. Donc on va diviser par r et multiplier par 2. On a θ point carré qui est égal à 2g sur r, facteur de 1 moins cos θ. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est pas θ point carré, c'est θ point tout court. Donc là, déjà, on peut voir que l'équation différentielle est bien non linéaire, parce qu'on a un carré ici et un cosinus ici. Donc on ne peut pas la résoudre comme ça avec les formules que vous avez vues en cours. On est obligé d'utiliser la méthode de séparation des variables si on veut s'en sortir. Donc ça nous donne dθ sur dt qui va être égal à racine de 2g sur r. Et là, au lieu de noter racine, parce que ça va être une racine un peu moche, je vais juste mettre puissance 1/2, c'est comme la racine. 1 moins cos θ, puissance 1/2. Donc on est content, on avait vu maintenant qu'il faut isoler ce qui est en fonction de θ, le mettre du côté de θ, et ce qui est en fonction de t, du côté de t. Là, il n'y a rien en fonction de t, donc ça va juste être des constantes, donc c'est parfait. Donc on sépare dθ, on divise ça par du coup 1 moins cos θ puissance 1/2, et il va nous rester du coup dt fois ça, et là je vais poser quelque chose d'homogène à un temps, parce qu'après on va faire des intégrations, donc si on se trimballe toutes les constantes, ça va être un peu lourd. N'hésitez pas à faire ça, c'est vraiment un bon réflexe à avoir, à commencer à apprendre, de poser des constantes, et le mieux c'est de poser des constantes avec des symboles qui font référence à leur dimension pour permettre d'être plus clair et de vous y repérer pour vérifier les dimensions. Donc vu qu'on passe dt ici, bah forcément ça c'est sans dimension parce que là on a un angle, là on a des angles, on a un 1, donc forcément ce qu'il y a en dessous doit être homogène à un temps. Donc on peut poser un tantôt, je vais garder le facteur racine de 2, ça va nous simplifier la vie après, on verra pourquoi. Et donc le taux qu'on a posé, il vaut racine de r sur g. Et on sait directement que c'est homogène à un temps parce que ça c'est sans dimension, donc forcément ça doit être sans dimension, ça c'est homogène à un temps, donc forcément ça doit être homogène à un temps pour qu'on ait bien sans dimension ici. Après on peut toujours vérifier l'homogénéité, c'est un bon réflexe à avoir, faites-le tout le temps, ça vous permet d'être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur de calcul. Donc je vais le faire rapidement ici. Donc ça va être homogène à r c'est une longueur, g c'est une accélération, donc l'accélération c'est la dérivée seconde d'une position, donc c'est L t-2. On n'oublie pas la racine carrée qui fait une puissance 1/2. Et donc il y a les L qui se simplifient, le t qui monte en haut avec une puissance 2 et qui est puissance 1/2. Donc finalement, on a bien quelque chose d'homogène à un temps, on est content. Donc ça c'est plus des vérifications à faire de tête, mais c'est bien de les poser aussi. Si vous avez un doute, ça vous permet d'être sûr de vos calculs. Donc maintenant qu'on est là, on a des bouts d'intégrale, et donc là on peut intégrer entre certaines valeurs. Donc soit on intègre à un angle θ et à un temps t, comme ça on va trouver l'équation horaire du mouvement, et ici on va mettre quelque chose qu'on connaît, donc le temps initial et θ0, pour pas avoir deux inconnus encore une fois. Et ça va nous permettre de retrouver l'équation horaire du mouvement pour θ. Donc c'est ce qu'on ferait si on cherchait l'équation horaire. Mais nous on cherche le temps final, donc on peut directement intégrer par rapport à l'angle θf et à tf, ça sera plus simple. Parce que là cette intégrale, elle est facile à calculer, ça c'est des constantes. Donc ça sort, donc on a racine de 2 fois taux, et après on a juste l'intégrale de dt entre 0 et tf, et donc ça vaut tout simplement tf. Et donc maintenant en multipliant ça de l'autre côté, on a une expression pour tf qu'il va falloir calculer. Tf c'est égal à taux sur racine de 2 fois l'intégrale entre θ0 et θf de dθ sur la racine carrée de 1 moins cos θ. Donc maintenant on est sur un problème de calcul d'intégrale, donc là c'est vraiment des maths. Ce qu'il faut savoir pour les intégrales, c'est que c'est vraiment des astuces en fait. Les intégrales c'est toujours des astuces parce que l'intégration c'est l'opération inverse de la dérivée et c'est pas évident à voir en fait. C'est plus on dérive quelque chose et on voit que ça correspond bien, donc on intègre. Donc c'est plus des astuces, il faut en avoir fait pas mal d'exos comme ça pour avoir intégré les petites méthodes que vous pouvez avoir, les petites idées. Mais
il y a quand même deux méthodes qui sont très importantes à avoir en tête, que je vais redétailler ici et que je détaillerai plus en détail dans les prochaines vidéos pour que vous ayez ces méthodes d'intégration. C'est deux cas particuliers où on peut vraiment s'en sortir facilement et intégrer juste étape par étape, suivre une méthode, c'est tout bête, et on est sûr d'avoir des points faciles grâce à ça. Donc le premier cas où il y a une méthode et on peut intégrer très facilement, c'est ce qu'on va appeler l'intégration des fractions rationnelles. Donc une fraction rationnelle, c'est quoi? En fait, c'est un polynôme sur un polynôme, tout simplement. Donc c'est si on intègre un polynôme sur un polynôme, bah ça, il faut savoir qu'il y a une méthode pour permettre d'intégrer ça toujours facilement, sans se tromper. On suit juste la méthode et les différents cas qu'on peut rencontrer pour s'en sortir. Donc ça, c'est nickel, mais ça ne s'applique pas trop à notre cas parce qu'on a un demi, on a du θ. Donc maintenant, le deuxième cas où on peut s'en sortir, c'est quand on a une fraction rationnelle, donc des polynômes sur un polynôme, mais les polynômes, ils dépendent de cosinus et sinus. Cosinus, θ, sinus, θ, et pareil, on a Q de cosinus θ et de sinus θ. Et donc là, maintenant, on intègre par rapport à dθ. Donc dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle les règles de Bioch. Donc c'est des règles qui vont s'appliquer suivant les différents cas particuliers. Donc ça, il faudra les connaître par cœur pour pouvoir repasser en effectuant un changement de variable. Donc ce changement de variable peut être soit cosinus θ égale x, soit sinus θ égale x, soit tangente θ égale x, soit un dernier changement de variable dans les cas les plus compliqués. Et donc ce changement de variable, il nous permet de se ramener à ça. Et ça, on suit la méthode pour intégrer. Donc là, on se dit, bon ça ressemble quand même plus à ce qu'on a là. Le problème, c'est qu'on a en puissance 1/2 qui fait qu'on n'a pas un polynôme ici. Donc on va pouvoir réfléchir rapidement. Donc dans ces cas-là où vous avez une intégrale qui ressemble un peu à ça, mais qui a des facteurs qui ne marchent pas trop bien pour pouvoir justement appliquer les règles de Bioch, n'hésitez pas à regarder des formules trigo pour voir si vous pouvez vous ramener justement à des fractions rationnelles, donc à des polynômes, des cos carrés, des sinus carrés, etc. Donc là, on va regarder ça justement si on ne peut pas se ramener à ça. C'est toujours bien de le faire au brouillon au moins 5 minutes pour voir si vous pouvez pas, pour voir justement si vous ne pouvez pas simplifier le calcul d'intégrale en un truc très très simple. Mais parfois, il y a des cas où il faut trouver une astuce et donc là, il faut tester plein de trucs différents. Il n'y a pas d'autre méthode pour ça. Donc la formule de Trigo qui nous permettrait de nous en sortir, ça serait un truc qui remplacerait ce 1 moins cos par un carré. Soit vous connaissez vos formules de Trigo et vous voyez directement laquelle, soit on essaie de se débrouiller pour la retrouver. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cos θ, c'est lui qui peut se transformer facilement en carré parce qu'il ne se mélange pas. Donc on peut l'écrire comme cos θ sur 2 plus θ sur 2. Et donc là, utiliser la formule de linéarisation du cosinus, celle-là, il faut vraiment la connaître. Pareil avec sinus, c'est ça qui vous permet de démontrer toutes les autres formules de Trigo. Donc si vous retenez ces deux-là, vous pouvez vous en sortir pour retrouver les autres au besoin. Donc, on a dit ça ne se mélange pas, donc on va avoir cos θ sur 2 fois cos θ sur 2, donc au final cos θ sur 2 au carré. Et par contre, le cosinus est un menteur, ça vous permet de retenir que c'est lui qui change le signe. Donc le plus devient un moins, et on a sinus de θ sur 2 au carré. Maintenant, on est pas mal content parce que 1 moins cos θ, ça va valoir 1 moins cos carré θ sur 2, plus, parce que le signe moins se fait changer par ce signe moins là, sinus carré θ sur 2. Et là, vu que cos carré plus sinus carré, ça vaut 1, 1 moins cosinus carré θ sur 2, ça vaut sinus carré. Donc tout simplement, ça c'est égal à 2 sinus carré θ sur 2. Donc là, on est bien content parce qu'on peut juste réinjecter ça là-dedans et le carré va simplifier, on aura juste un facteur devant, mais on aura bien une fraction rationnelle de sinus et cosinus. Et donc ça, on va suivre les méthodes pour pouvoir intégrer facilement. Donc les méthodes, je les détaillerai plus dans les 2 prochaines vidéos. Ici, je vais juste les appliquer. Mais voilà, n'ayez pas peur, si tout n'est pas très clair, ça sera détaillé dans les prochaines vidéos. Donc finalement, TF devient, on va voir le 2 ici, qui va passer à la racine, qu'on va pouvoir mettre en facteur ici. Donc on va avoir tau sur 2 fois θf sur θ0 dθ sur sinus carré θ sur 2 puissance 1/2. Maintenant, le seul souci qu'on a, c'est que quelque chose au carré puissance 1/2, c'est pas toujours égal à ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, si on prend moins 3 par exemple, qu'on le met au carré, ça fait 9. Et si on passe à la puissance 1/2, donc à la racine carrée, on obtient 3. Et donc 3, c'est bien différent de moins 3.
qu'en fait, ce qu'il faudrait qu'on vérifie, c'est que sinus θ sur 2, entre θ0 et θf, il est bien toujours positif. Et si il est toujours positif, on a bien, par contre, sinus carré puissance 1/2 qui vaut juste le sinus. Donc regardons dans quoi est compris θ sur 2 quand θ est compris entre θf et θ0. Donc si on refait notre cerceau, on avait θ0 et θf ici, donc on est dans ce passage-là. Donc là on va prendre plus large, ça va marcher aussi, on va prendre entre 0 et pi et montrer que sinus de θ sur 2 entre 0 et pi est bien positif. Qu'on a pris θ compris entre 0 et pi, et donc forcément θ sur 2, c'est compris entre 0 et pi sur 2. Maintenant on va regarder le cercle trigo pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc le sinus, il est là. Ça c'est le sinus. Et l'angle 0, il est là. L'angle pi sur 2, il est là. Donc finalement, notre angle θ sur 2, il est compris ici. Et donc si on projette sur la droite du sinus, ça sera cette partie-là. Et donc c'est bien la partie comprise entre 0 et 1. Donc on a bien quelque chose de positif, tout simplement. Donc ça, faut le dire, c'est important, parce que sinon, vous n'avez pas le droit d'enlever le carré avec la puissance 1/2. Il faut juste dire que sinus θ sur 2 est bien positif quand θ est compris entre 0 et pi. Donc du coup, on a démontré qu'on peut enlever la puissance et enlever le carré. Et on obtient cette intégrale-là. Pour appliquer les règles de Bioch, il faut qu'on ait des sinus θ et des cosinus θ, pas des sur 2. Donc on va juste faire un changement de variable pour se ramener à exactement ce qu'on veut. Donc on va faire le changement de variable suivant. On va poser alpha est égal à θ sur 2. Et donc forcément, d alpha, c'est égal à 1/2 de dθ. Donc on est bien content parce que le 1/2 de dθ, on le retrouve là. Donc c'est pour ça que j'avais gardé la racine de 2 ici, c'est parce que ça nous simplifiait la vie dans les calculs après. C'était pas forcément nécessaire, vous auriez pu poser un t' qui inclut racine de 2. C'est juste, il y aura un facteur en plus. Mais là, ça nous permet d'avoir moins de facteurs. Donc tf, ça vaut finalement tau sur, vu qu'on fait le changement de variable, on change les bornes, donc on a θf sur 2, θ0 sur 2, et donc ce dθ sur 2, c'est le d alpha, et sinus θ sur 2, c'est sinus alpha, tout simplement. Et donc là, on applique les règles de Bioch pour savoir quel changement de variable on va faire. Donc je ne vais pas détailler ici comment ça marche, parce que ça ferait beaucoup, mais en fait, là, les règles de Bioch vont nous dire que le changement de variable le plus adéquat, c'est de poser x qui est égal à cosinus de alpha. Et si on pose ça, on a dx qui est égal à moins sinus alpha d alpha. Donc pour appliquer ces règles, le plus simple, c'est d'abord de faire apparaître le dx, donc en multipliant en haut et au bas par sinus alpha, et après on va voir que ça se passe très bien, il va y avoir un cosinus qui va apparaître et tout va être super. Donc si on met un sinus en haut, on va avoir un sinus carré en bas, et sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré. Donc là, on est content, on fait apparaître des cosinus. En bas, 1 moins cosinus carré alpha, et en haut, moins sinus alpha d alpha. Donc je vais faire passer un moins ici, moins tau, et on est toujours entre tf sur 2 et θ0 sur 2. Et donc, en appliquant le changement de variable, on obtient tf qui est égal à moins tau sur cosinus de θf sur 2, cosinus de θ0 sur 2, et moins sinus alpha d alpha qui devient dx, et 1 moins cosinus alpha qui devient 1 moins x carré. On est super content, c'est nickel. Donc maintenant, pour simplifier la suite, je vais poser ça qui est égal à xf pour ne pas avoir à copier des trucs trop longs, et ça qui est égal à x0. Maintenant, on a une fraction rationnelle. Donc la méthode pour simplifier les fractions rationnelles, ça va être basé sur une décomposition en éléments simples. En fait, ce qu'on voit, c'est que 1 moins x carré, on peut l'écrire en éléments simples, 1 moins x, facteur de 1 plus x. Parce qu'on a deux racines évidentes, 1 et 0, qui nous permettent d'annuler tout ça. Donc on va chercher les coefficients a et b tels que 1 sur 1 moins x carré,
c'est égal à A sur 1 moins X plus B sur 1 plus X. Et parce que ça, on va pouvoir l'intégrer facilement. 1 moins X, ça va être un moins ln de 1 moins X. Et ça aussi, on va pouvoir l'intégrer facilement, ça va être aussi un ln. Donc si on trouve A et B qui vérifient ça, on va pouvoir remplacer celui-là en 2 morceaux. Et donc on aura 2 intégrales à calculer qui vont être assez faciles à calculer. Donc on sera bien content. Donc ça revient à résoudre un système parce que si on met ça sous le même dénominateur, on va avoir A facteur de 1 plus X et B facteur de 1 moins X. Donc on va avoir A plus B en haut et les facteurs de X plus X facteur de A moins B. Et donc tout ça sur 1 moins X carré. Donc là, on identifie le polynôme par ses coefficients. On va avoir A plus B qui va valoir 1 et A moins B qui vaut 0. Et donc ça, c'est tout simplement équivalent à, donc A est égal à B et 2A est égal à 1, donc A et B valent 1 demi tous les deux. Donc après, j'ai beaucoup détaillé ici, mais si vous le voyez direct, vous pouvez poser direct, remplacer par 1 demi sur 1 moins X plus 1 demi sur 1 plus X. Ça marche direct, c'est pas la peine de détailler comme ça, mais si vous avez un doute, ça permet toujours de s'en sortir, d'utiliser cette méthode-là. Donc finalement, ça nous donne 1 demi sur 1 moins X plus 1 demi sur 1 plus X, le tout fois dx. Et là, il nous reste à intégrer ça et on aura fini ce qu'on veut. Donc, maintenant qu'on en est là, on peut mettre le 1 demi en facteur. On a moins taux sur 2 qui va être en facteur. Du coup, il y aura l'intégrale de 1 moins x. Donc ça, on peut l'intégrer en moins ln de 1 moins x. Parce que quand on dérive un ln, ça fait 1 sur 1 moins x, mais il y a la dérivée du non composé, donc il y a un moins intérieur qui se simplifie bien ici. Et tout ça, ça va être intégré entre x final et x initial. Et on va avoir un deuxième bout. J'essaie de le mettre là. Qui va être l'intégrale de ln de 1 plus x, cette fois, il n'y a plus de moins, évalué entre xf et x0. Ça va nous donner, du coup, moins taux sur 2, facteur de... Donc il y aura moins ln de 1 moins xf, plus ln de 1 moins x0, et ln moins ln de quelque chose, c'est ln de 1 sur la chose. Donc on va pouvoir mettre directement sur la forme d'un quotient pour pas que j'ai à réécrire trop de choses. Ça va être ln de celui qui est avec un plus, donc celui qui est avec un plus, c'est celui en x0 parce qu'il y a un moins, de l'intégration il y a un moins qui se compense là, on a 1 moins x0, et ça sur ln de l'autre, lui il y a un moins donc il passe au quotient, 1 moins xf. Pareil pour celui-là, c'est celui-là qui va être en haut et celui-là qui va être en bas. ln de 1 plus xf sur 1 plus x0. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on pourrait directement remplacer par xf et x0 les expressions, faire les développements limités et trouver une expression. Mais ça va être pas mal calculatoire encore parce qu'on a 3 variables qui vont dépendre des choses. Et en fait, on va pouvoir simplifier ça un peu plus en utilisant des formules de Trigo. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, vous pourriez vraiment vous en sortir en réinjectant direct. Moi, je vais faire un truc un peu plus simple, mais il faut l'avoir vu, donc c'est pas forcément évident. On va utiliser la même identité de Trigo qu'on avait vu tout à l'heure, mais 2 fois cette fois. On va utiliser le fait que cosinus de θ, donc on coupait θ en θ sur 2 et θ sur 2, donc ça c'était égal à cos carré de θ sur 2 moins sinus carré de θ sur 2. La dernière fois on avait remplacé lui par un 1 moins sinus carré. Maintenant on va faire les deux parce qu'on va avoir des 1
moins cosinus et des 1 plus cosinus. Donc on va pouvoir les remplacer facilement comme ça. Du coup, en fait, ça nous donne que on a sinus carré de θ sur 2 qui va être égal à, enfin 2 sinus carré de θ sur 2 qui va être égal à 1 moins cos θ et 2 cosinus carré de θ sur 2 qui va être égal à 1 plus cos θ. Donc ça se démontre facilement à partir de celle-là, tout simplement. Et nous, dans notre cas, on a des cos θ sur 2, donc des 1 moins cos θ sur 2, 1 moins cos θ sur 2, 1 plus cos θ sur 2, 1 plus cos θ sur 2. Donc ici, en fait, on va avoir θ sur 2. Donc la formule marche pareil, mais ici, on aura 1, 4. Donc voilà, on va appliquer ça. Moi, je vais le renoter dans le coin pour qu'on ait la place de tout écrire. Donc finalement, notre TF, il est égal à moins T sur tau fois ln de, du coup, celui-là, c'est le 1 moins cos, donc il vaut 2 sinus carré θ. Lui aussi, ça va être un 2, donc les 2 vont simplifier. On va avoir juste sinus θ0 sur 4 sur sinus θ final sur 4. Et le tout, plus, pareil, mais ici on aura des cosinus, ln de cosinus, ah oui j'ai oublié le carré sur tout, mais qui va pouvoir sortir grâce au ln, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser cette formule de Trigo pour simplifier tout. Cos θ0, θ final sur 4 sur cos θ0 sur 4. Et le tout au carré, donc je vais passer le 2 directement ici. On peut sortir pareil le 2 et on va pouvoir combiner les deux ln pour faire apparaître des tangentes. Donc TF il vaut finalement moins tau sur 2 ln de, donc on aura, donc il y a un 2 qui sort de lui aussi, il y a un 2 là, donc on va pouvoir mettre les deux en facteur et simplifier ce 2 là. Et ça nous donne ln de sinus θ0 sur cosinus θ0, donc tangente θ0 sur 4, et ça divisé par sinus de θf sur 4 sur cosinus θf sur 4, donc tangente de θf sur 4. Avant de faire le développement limité, on va passer le moins à l'intérieur pour avoir un truc plus joli, enlever ce moins là, et ça va nous donner finalement TF qui est égal à tau fois ln de tangente θf sur 4 sur tangente θ0 sur 4. Donc maintenant, on a vu que θ0 était très petit devant 1, donc on peut faire un développement limité de tangente, c'est-à-dire que tangente de θ0 sur 4, c'est environ égal à θ0 sur 4 plus un petit tau de θ0. D'ailleurs, on va faire plutôt remplacer directement θ0 par A sur R, A sur 4R, A sur 4R, A sur R. Et tangente de θf, on a un pi. Donc là, on va faire un développement de Taylor. Donc tangente de θf sur 4, c'est tangente de pi sur 4 moins A sur 4R. En faisant un développement de Taylor en pi sur 4, on va avoir tangente de pi sur 4 plus petit tau de A sur R. Et on va pouvoir s'arrêter là parce qu'on aura ici quelque chose qu'on pourra factoriser par A sur R, donc il va diviser là-dedans. Donc on aura un O de 1 et un DL en O de 1 en bas. Donc quand on fait monter le DL, on aura bien un DL à l'ordre 1 en haut et en bas. C'est parfait. Et du coup, ça nous donne TF qui est égal à tau ln de, donc tangente de pi sur 4 c'est 1. On a 1 plus O de A sur R.
Et en bas, on va avoir A sur 4R, facteur de 1 plus petit O de 1. Parce qu'on met le A sur R en facteur, donc on a juste une limite simple. Et finalement, on peut diviser par A sur R en haut et en bas, donc il va y avoir R sur A qui va monter. Et là, on va avoir un O de 1. Et celui-là, il peut monter en faisant un 1 moins O de 1, donc de toute façon, c'est simplifié. Et donc, on obtient TF qui vaut taux ln de 4R sur A plus O de 1, le tout facteur de 1 moins O de 1. Et donc, on a tout simplement un développement limité à l'ordre 1, qui nous donne taux de ln de 4R sur A. Et maintenant, on avait taux qui valait racine de R sur G. Donc finalement, notre temps final, c'est racine de R sur G fois ln de 4R sur A. Donc si vous avez encore du temps à ce moment-là, ce qui est souvent pas le cas, parce que déjà c'est très compliqué, c'est très calculatoire, on peut comparer ça avec le temps de chute dans le cas où il n'y avait pas du tout de cerceau. Et il faudrait bien qu'on vérifie qu'on obtient un truc plus grand. Et on obtient bien un truc plus grand, évidemment. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère que c'était clair, que ça vous a plu. Je sortirai prochainement du coup une vidéo sur l'intégration pour les fractions rationnelles, puis une vidéo sur les règles de Bioch. Et donc j'avais dit aussi faire une vidéo sur la théorie derrière la séparation des variables. Donc je ferai ça quand j'ai le temps aussi. Et bientôt aussi, je corrigerai un autre exercice de Polytechnique. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, s'il y a des trucs qui n'étaient pas très clairs, n'hésitez pas aussi, il n'y a pas de souci. Et si tu as aimé, like, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve pour la prochaine fois. Salut!